sujet qui est l'intelligence artificielle, plutôt, hein, au carrefour de la science des données et de la science du mouvement, avec notamment un petit éclairage, je pense, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la science des données. En introduction, les grandes différences que j'ai vaguement esquissées entre l'intelligence artificielle telle qu'on l'imagine, telle qu'on la voit, telle que je vais en donner des exemples, et la robotique, c'est la compétition entre le discret et le continu. Le discret, vous savez qu'un ordinateur calcule. Il est condamné au calcul. Donc, quand vous avez un problème à résoudre, grosso modo, vous devez explorer une structure de graphe. Un graphe, c'est un ensemble de nœuds avec des connexions, et puis vous avez de l'algorithmique d'exploration de graphes, vous avez les fameux problèmes emblématiques de l'informatique, les problèmes du voyageur de commerce qui doit passer en tel point à tel autre, et il doit organiser sa journée en faisant le moins de kilomètres, en faisant des problèmes qui sont combinatoirement extrêmement difficiles. Beaucoup restent très ouverts, mais c'est discret. Vous avez une carte à explorer. Vous avez à l'époque des systèmes experts. Vous avez un certain nombre de règles à enchaîner. Socrate est un homme, tout homme est mortel. Zut, oui, l'ordinateur arrive à déduire que... Socrate est un homme, oui, arrive à déduire que Socrate est bien mortel. Non, mais je caricature, mais il y a eu une automatisation, effectivement, de la logique et aussi de la logique des prédicats du premier ordre. Donc, vous pouvez mettre des variables et vous avez des problèmes de décidabilité, c'est-à-dire de prouver que tout ça, ça marche. Alors, tout ça, c'est illustré, bien voilà, par exemple, la première, le AlphaGo, puisque ça, c'est les dernières performances extraordinaires du jeu de Go. Dont on pensait qu'il résistait résistait au calcul pour le résoudre. Et puis, les techniques d'apprentissage profond sur lesquelles on pourra revenir ont permis donc la résolution de ce problème. Mais c'est un problème éminemment discret, dont la combinatoire est complètement folle. Ça dépasse le nombre d'atomes dans l'univers, etc. Mais c'est le même principe que le jeu d'échecs. Votre cheval, vous le déplacez d'une certaine manière un peu bizarre, plus bizarre que la tour ou que le fou, mais vous avez une règle pour... Mais le mouvement en tant que tel, vous vous en fichez. Alors maintenant, le mouvement, qu'est-ce que c'est ? Un mouvement, c'est une fonction continue du temps dans l'espace. Voilà, c'est-à-dire le problème qui est posé, c'est est-ce qu'un calculateur va pouvoir traiter de la continuité de l'espace et non plus seulement de cases à franchir. Voilà. Alors ça a été un des premiers problèmes, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on a appelé en tant que roboticien le problème du déménageur de piano, le problème du déménageur de piano. Vous avez un piano à queue, une cage d'escalier, 3 dimensions. Est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas ? On a tous été confrontés à ça. On achète un sommier, on s'y prend mal. Bon, comment résoudre ce type de problème ? Est-ce qu'un ordinateur sait résoudre ça ? Alors, sur le plan théorique, oui. Les années 50, il y a des théorèmes mathématiques. Le théorème de Tarski, Alors, ce qu'on fait très souvent quand on se pose ces questions, c'est qu'on transforme le problème pour le ramener à un problème équivalent, et puis pour dire, ah ben oui, ce problème-là, on l'a résolu, donc par équivalence, on sait résoudre l'autre. Et donc, c'était des résultats de mathématiques assez profonds. On démontre que le problème du déménageur de piano est décidable, c'est-à-dire on peut calculer sur un ordinateur, parce qu'on le ramène à la décidabilité de l'algèbre élémentaire. On a tous résolu des équations du type 3x2 moins 4x plus 5 égale à 0. On nous demande si cette formule-là est vraie ou pas, quand on est en quatrième, troisième, non, peut-être un peu plus tard maintenant, en seconde, voilà, on vous demande ça. Et regardez la difficulté quand même de la question, c'est-à-dire parmi tous les nombres réels, mais il y en a combien de nombres réels ? Ah oui, non, il y en a plein. Est-ce qu'il en existe un tel que 3x2 moins 4x plus 5 égale à 0 ? On va les passer en revue. Et non, on ne peut pas. C'est continu, on ne peut pas.
Et notre prof nous apprend, nous démontre que si B2 moins 4AC vaut quelque chose, ben là je t'assure, ça existe ou ça n'existe pas. Vachement bon. Bon, ce principe-là, qui a consisté à prendre une formule logique de l'algèbre élémentaire qui traite de la continuité et de le ramener, la résolution de ce problème, à du calcul discret sur les quelques variables du polynôme, c'est un principe général de l'algèbre élémentaire. L'algèbre élémentaire est décidable dans ce sens-là. Et il a été possible de montrer l'équivalence de ce problème-là avec le problème du déménageur de piano. Donc c'est des maths. Alors donc on va voir les matheux en me disant, bon c'est très bien, vous nous dites est-ce que c'est faisable? On vous répond oui c'est faisable. Les mathématiques nous répondent oui c'est faisable. Bon ça c'est bien, mais l'ingénieur, lui, ce qu'il veut c'est un algorithme. Le mathématicien dit, moi, vous m'avez posé une question, est-ce que c'est faisable? Je vous ai dit oui, je ne vous ai pas dit comment. Hein? Donc là, si vous voulez, vous avez ce problème de fond au niveau mathématique, vous avez des preuves d'existence, mais qu'il faut doubler de preuves constructives. Ce n'est pas parce que vous savez qu'un objet mathématique existe que vous savez l'exhiber, le construire. Bien, je suis un tout petit peu long, mais pour arriver dans les années 90, où on va trouver des algorithmes beaucoup plus efficaces que ce que nous promettaient les mathématiques. Et beaucoup plus efficaces. Pourquoi? Parce que là, on va utiliser la puissance de la technologie. Vous voulez résoudre un problème d'aller d'un point à un autre dans un espace continu, utilisez des méthodes aléatoires. Faites n'importe quoi, vous allez voir, ça va marcher. Je caricature. Utilisez donc des mécanismes de recherche aléatoires, astucieusement combinés avec des descentes de gradient, je passe et tout. Et là, vous allez savoir résoudre ce type de problème qui se passe donc, dans l'industrie automobile. Vous avez un bureau d'études mandaté par Renault, PSA, tout ce que vous voulez, un bureau d'études spécialisé dans la fabrication de sièges automobiles. Hein, donc, il le dessine. Le problème, il va falloir voir s'il a bien répondu au cahier des charges, c'est-à-dire si on va pouvoir le sortir, s'il y a besoin de le changer. Un problème de maintenance. Avant, comment on faisait? On faisait des maquettes physiques. Voilà, le bureau d'études faisait sa maquette, je ne sais pas si c'était en polystyrène ou autre, enfin voilà, il faisait le truc, et puis on essayait, ça marche. Alors là, on est passé maintenant au monde numérique. On est passé au monde numérique qui se pose la question, bon, on a le modèle numérique du siège de voiture. On a le modèle numérique de la carlingue de la voiture. On a toutes les données. Et c'était dans les années 90, le directeur de la recherche chez Chrysler, qui faisait la conférence inaugurale à notre congrès de robotique à Détroit, donc aux États-Unis, et son message était simple. Il dit, dans l'industrie automobile, on a tout. On a toutes les données. On a le modèle en éléments finis de la soupape. On a le modèle du carburateur, du moteur. On a le modèle de la carlingue, de la voiture. On a le modèle de l'usine de production. On a tout. On a toutes les données. Ce qui nous manque, c'est l'information. Et donc, dans ce domaine-là, voilà un exemple. Vous avez toutes les données pour le siège, toutes les données pour la carlingue. Ce que vous ne savez pas, c'est si on peut faire ça. Est-ce qu'on peut le désassembler? Donc calculer un mouvement sans collision qui vous permette de sortir le siège. Donc cette petite animation, vous voyez, j'ai mis copyright Kineocam 2002, c'est la société que j'avais créée en 2000. Qui traitait de ça, le calcul automatique. Alors jusqu'à présent, comment on faisait? Bien, vous aviez un opérateur face à des écrans 3D qu'on équipait éventuellement de lunettes de réalité virtuelle pour voir en 3D et qui bouge peut-être à travers des systèmes haptiques, à travers tout un tas d'interfaces dans l'environnement 3D, mais qui se débrouille pour des... En gros, pour évaluer la faisabilité du mouvement que vous avez vu, cet opérateur-là qui est vraiment spécialisé, et vous avez vu que le mouvement quand même
un tout petit peu fin, il va mettre 1 à 2 jours. Donc le soir, il part, il sauvegarde la trajectoire, le mouvement jusqu'où il a été, puis il la reprend le lendemain, etc. Il est possible de faire ce calcul automatique en quelques secondes. Voilà. Donc voilà un exemple du continu. Alors, vous montrez ça, tout le monde s'en fiche. Enfin, je veux dire, par rapport à celui qui joue au Go. C'est beaucoup plus intelligent quand même, un système qui vous bat au jeu de Go. C'est beaucoup plus intelligent qu'un système qui fait ça. Je suggère, par provocation, vous avez compris un petit peu, et par animation, que le Go est peut-être un jeu stupide. À côté de ça, voilà. Non, mais ça, c'est un petit peu par... Voilà, c'est pour m'amuser. Voilà, alors, donc ça, c'est le prototypage virtuel. Ensuite, on est passé à la programmation des robots. Quand vous avez ce robot de soudure, donc à l'époque, là, c'était avec société Technomatics, qui a été racheté par succession de rachats. Bon, bref, et ça s'est concentré, en gros, le secteur entre Siemens et Dassault Systèmes, aujourd'hui dans l'industrie. Donc, comment faut-il, pour faire ce petit point de soudure, comment ce bras manipulateur doit-il être, quel mouvement doit-il effectuer pour effectuer cette tâche et qu'on dise aux moteurs ce qu'ils ont à effectuer. Donc, programmation de robots, voilà. Et puis, on arrive jusqu'à ça, quoi. Donc, je vous redonne ce petit film que pour le plaisir, c'est-à-dire comment cette machine-là peut-elle décider du mouvement à effectuer pour effectuer ça. Alors, je conclus peut-être un peu plus longuement pour dire une des spécificités de la robotique, comme je vous avais dit, c'est vraiment la prise en compte de la physique du monde, donc du mouvement, de cette fonction continue. Il n'empêche bien sûr que la robotique va bénéficier de toutes les techniques d'intelligence artificielle qui ont été développées par ailleurs en termes de raisonnement. En termes de raisonnement, c'est je dois me rendre de cette pièce à telle autre, ou en termes de raisonnement, ce n'est pas la peine de prendre des exemples que je vais créer. Vous prenez Google Maps, je veux aller d'un point à un autre. Et en fonction du trafic, alors là, ma fille m'a installé Waze, voilà, qui vous donne en même temps le trafic en temps réel. Donc ça va... Ça, c'est par des systèmes de communication, mais à un moment donné, il y a une recherche de chemin dans un graphe qui se fait. Mais bien sûr, on va hériter de ça. La robotique va hériter de ça. La voiture autonome va hériter de ça. Le robot, pour sortir, va faire ce type de raisonnement. Donc, il y a toute l'intelligence artificielle, potentiellement, qui peut être utilisée. Vous voulez communiquer avec votre robot, autant communiquer peut-être par le traitement de la parole. Ça, on sait faire. Donc, encore une fois, là, j'ai voulu mettre une des spécificités de la robotique qui n'est pas considérée comme étant du domaine de l'intelligence artificielle et qu'on devrait considérer comme étant du domaine de l'intelligence artificielle. Ensuite, j'ai mis là apprentissage et modélisation. Alors, on va se pencher un petit peu sur les techniques qui sont utilisées par AlphaGo pour gagner au Go. Parce que ça, quand même, c'était... une belle, très très belle prouesse, vraiment magnifique, et qui repose sur quoi? Qui repose en grande partie donc sur des données d'apprentissage profond. Je vais essayer de vous montrer en quoi elles pourraient s'appliquer en robotique. On va reprendre l'exemple peut-être là que vous me preniez du parking automatique. Le parking automatique, dans les années 90, OLAS, on le résout comment? On résout en disant une voiture, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les équations différentielles à laquelle elles sont soumises? Est-ce qu'on sait les résoudre? Problème difficile. Mais en gros, finalement, on y parvient. C'est-à-dire, on a pris la voiture, on l'a modélisée comme un système automatique, on a résolu ces équations, et on était sûr que ça allait marcher. Puisque notre modèle, bon, il y avait quelques petits écarts à la réalité peut-être, mais ça marchait bien. Et on l'expérimente et ça marche très très bien.
Donc ce sont des méthodes qu'on va appeler basées modèles. Alors maintenant, ce qui apparaît comme nouvelles techniques et qui sont plus liées à la science des données, c'est qu'à partir... Alors, on va prendre un exemple. Vous savez tous maintenant que dans votre bibliothèque de photos qui comprend, je ne sais pas, vous en avez 100 000, 300 000, disons 1 milliard, comme ça on sera bien. Vous avez 1 milliard de photos, voilà. Et puis en un clic, vous cherchez votre petit-fils et comment il a évolué, voilà, dans le temps et tout. Pouf, vous avez toutes les photos qui vous montrent ça et tout. Et donc ça c'est époustouflant. C'est vraiment époustouflant. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur des algorithmes qui font des analyses d'entrée-sortie. Alors ça peut être de l'apprentissage supervisé, non supervisé. Bon, là, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous avez des fonctions d'évaluation qui, à partir de grandes bases de données, va permettre d'identifier ce que vous recherchez. En termes robotiques, vous allez avoir un système d'entrée qui va être les capteurs et un système de sortie qui vont être les actionneurs. Et vous allez faire plein d'expériences, plein, comme ça, que ça soit réel ou en simulation, donc qui ne coûteront pas grand-chose. Et vous allez mettre des corrélations comme ça d'entrée-sortie, et puis vous allez avoir des fonctions de récompense, enfin des fonctions optimisées, vous allez avoir des algorithmes qui vont converger, ces fameux algorithmes qui vont utiliser des réseaux de neurones profonds, donc à plusieurs couches, avec des méthodes de convolution hiérarchiques, qui vont, enfin voilà, très techniques, pas spectaculaires, mais ça marche surtout pourquoi? Parce qu'on a aujourd'hui on a les données et les capacités de calcul, à la fois en calcul et en stockage. C'est-à-dire que ces algorithmes-là étaient complètement inenvisageables il y a 20 ans. Ils ne servaient à rien. Et d'ailleurs, tous les grands spécialistes du domaine vous le disent. Ces algorithmes existaient. Bon, ils les ont un peu améliorés et tout, mais ils existaient. Mais maintenant, la technologie permet de faire ça. Et les exemples que je vous montrais là, de la société Kineo reposent sur des algorithmes qui n'utilisent pas exactement le même principe, mais qui utilisent des méthodes probabilistes. Ça marche et on ne comprend pas pourquoi. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que vous avez d'une part les méthodes basées modèles, donc on a développé de tout temps en robotique, là, et les méthodes qui vont se passer de modèles, qui vont s'appuyer uniquement sur des corrélations, et corrélation n'est pas causalité, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être dégager des modèles de cette structure-là, mais ce sont des structures d'une telle complexité qu'on n'y parvient pas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire, mais là il y a un futur, oui, effectivement, pour la robotique, là, des techniques qu'on va utiliser, dont on aurait tort de se priver.